The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bien, bonjour à tous, merci d'être présents sur ce webinaire WatchGuard. Je suis accompagné aujourd'hui de Jérémy Schramm. Bonjour Jérémy. Et nous allons vous faire un petit webinaire sur... alors au départ on voulait faire quelque chose sur Passport et puis finalement on s'est dit qu'avec le contexte on allait l'étendre à tout ce qui est nomadisme avec WatchGuard. Donc on parlera effectivement de Passport, mais on parlera aussi VPN nomade, on parlera Access Portail, on parlera même Rapid Deploy, et le webinaire va consister en un bout de présentation et puis quand même pas mal de démos, Jérémy, pour accompagner et pour illustrer en fait les différentes fonctionnalités qui vont nous servir à protéger notre télétravailleur. Comme d'habitude avec GoToWebinar, vous avez possibilité de poser vos questions. D'ailleurs, j'avais pas ouvert la petite interface, voilà qui est fait. Donc vous avez le droit de nous faire des coucous, poser les questions que vous voulez, etc. Ce premier webinaire, donc qui est en mode webinaire, ouvre une série qu'on va faire tout au long de la semaine de webinaires plus ouverts. Je vous donnerai les indications à la fin. Où tout simplement, là, très clairement, en une heure, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, de montrer tout ce qu'on souhaiterait montrer, de répondre à des problématiques techniques ou des soucis techniques d'implémentation de telle ou telle fonctionnalité pour le télétravail. Et donc, ce qu'on va faire, vu qu'on va être en télétravail toute la semaine avec Jérémy, c'est que tout simplement, on va ouvrir des sessions GoToMeeting, donc 3 fois cette semaine, demain, jeudi et vendredi, pour que vous rejoigniez quand vous voulez. Il n'y a pas d'inscription, donc on ne vous traque pas avec le marketing pour le coup. Et voilà, vous avez une problématique, vous avez une question sur tiens, mon VPN SSL, quand je fais ça, ça marche pas, ou comment je peux le faire, ou comment je peux faire ce type de configuration. Vous vous connectez, vous nous posez la question, et puis on vous montre. Et puis tout simplement pour discuter de fonctionnalités ou la moindre question sur les produits WatchGuard, on sera là pour vous. Donc je vous donnerai les horaires de ces sessions ouvertes à la fin du webinaire avec le lien qui va bien, et de toute manière on publiera ça sur nos réseaux sociaux pour que vous ayez également l'information. Ce sera bien entendu ouvert tant aux partenaires qu'aux clients finaux, donc surtout n'hésitez pas à rejoindre pour poser vos questions. Ouvert à tout le monde. Je veux bien un petit coucou quelqu'un sur l'interface de questions de GoToWebinar, parce que pour l'instant je vois rien d'écrit. Je ne sais pas si tu vois quelque chose, toi Jérémy. Ah, c'est bon, ça marche. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, arrêtez, parce que vous êtes quelques-uns quand même. Donc voilà, on est parti pour ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions quand vous en avez. Alors pour ceux qui avaient suivi le webinaire sur DNS Watch Go, on avait sorti des jolies statistiques Gartner sur le télétravail dans le monde, en France. Donc on avait une grande discussion avec Jérémy sur la validité de ces statistiques, et en fait on se pose plus la question hein, dans ces temps un peu troublés, puisqu'on va essayer de tous rester à la maison, même si on est en confinement sans être en confinement, mais en confinement. Ouais, j'ai pas tout compris, mais je vais me renseigner. Et donc ce qu'on va regarder là, c'est ce qui va se passer et comment on va pouvoir sécuriser un petit peu tout ça en cette période. Cette période est une période d'opportunité, mais d'opportunité malheureusement pour les pirates. Pour deux raisons fondamentales, et j'en vois une troisième, mais qui est plus spécifique, c'est que les pirates, ils adorent quand il y a des sujets de prédilection. Par exemple, quand c'est les impôts, ils vont envoyer du phishing sur les impôts et le taux de clic va augmenter. Donc très clairement en ce moment, que ça soit pour nos partenaires, pour nos clients et pour tout le monde, le sujet du Covid est une opportunité sur les pirates. Vous n'avez pas manqué probablement de le voir déjà beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les informations, qui est très exploité par les pirates qui veulent en faire un petit peu d'argent ou des dommages. Donc c'est un sujet idéal pour de l'ingénierie sociale, pour manipuler les gens, pour faire cliquer les gens. Donc c'est vraiment une période où il va falloir faire très attention et sensibiliser plus que jamais nos utilisateurs.
La deuxième opportunité, elle est liée justement à nos utilisateurs, puisque nos utilisateurs qui vont se retrouver en télétravail, il y en a qui sont habitués, hein, un peu comme, enfin moi le télétravail, ça fait 17 ans que je le fais, donc voilà, j'ai un peu pris mes marques. Par contre, il y a toute une population qui va se retrouver en télétravail, qui n'en a aucune habitude. Aucune habitude dans les pratiques, dans la protection, dans ce qu'on peut faire, pas faire, l'attention qu'on doit avoir. Et ça, les pirates le savent et vont bien entendu malheureusement en profiter. Ces deux opportunités mises ensemble font que on va avoir un pic de malware, de ransomware, d'hameçonnage, de vol de mots de passe, de tout ce que vous connaissez classiquement sur la cybersécu, mais en mode complètement exacerbé puisque l'opportunité est là, malheureusement. Il y a une troisième opportunité qui est une opportunité de salaud, mais elle est là. Bien entendu, si vous êtes dans le domaine de la santé, vous avez des clients dans le domaine de la santé, les hôpitaux notamment vont être la cible privilégiée de ransomware, plus que jamais, ça l'était déjà l'année dernière énormément. Mais alors là, dans le contexte, imaginez un hôpital qui gère beaucoup de patients et qui est débordé et qui se prend en plus un ransomware, ça va être un carnage. Donc ce contexte-là, plus que jamais, si vous avez si vous-même vous êtes responsable dans un hôpital informatique ou vous avez des clients dans ce contexte, plus que jamais, il va falloir être vigilant et respecter les bonnes pratiques et monter le curseur de sécurité pour ces environnements-là. J'en profite, je te coupe juste une seconde. Si vous êtes dans ces cas-là, notamment, qui sont des cas critiques aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit au travers des futurs webinaires ouverts ou directement, de façon à ce qu'on puisse faire une revue de config ensemble et qu'on puisse voir les points d'amélioration immédiats. Oui, et on fera ça avec plaisir. On le fait déjà classiquement hors période, mais dans cette période-là, il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter pour ça. En plus, tous nos déplacements étant annulés, tout notre temps est pour vous, donc surtout n'hésitez pas. En temps normal, donc ça j'ai repris un slide que j'avais fait dans la présentation des NSWatch Go. En temps normal, votre utilisateur qui est en dehors du périmètre réseau, donc il peut être à l'hôtel, alors là il y en a de moins en moins quand même, en déplacement professionnel ou en ce moment en télétravail. Une des problématiques, c'est que son comportement, vous ne le maîtrisez pas. Vous ne savez pas s'il va juste lire ses mails pro ou s'il va aller cliquer sur ses spams dans sa messagerie perso. Et c'est pas un comportement que vous pouvez maîtriser des télétravailleurs notamment. Et du coup, va bien falloir regarder quelle implication ça a. Ça n'a pas la même implication quand on est sur le réseau de l'entreprise que quand on est chez soi avec sa connexion Internet perso. Donc les protections qui sont au niveau de cet utilisateur, de base, sont plus légères que celles dans l'entreprise où il y a le pare-feu, il y a le multicouche de l'infrastructure, le multicouche de sécurité de l'infrastructure, celle qu'il y a sur le pare-feu, mais aussi celle qu'il y a sur le poste, celle qu'il y a dans tout le réseau. En télétravail, il n'y a pas toute cette bulle de protection. On va être dépendant du comportement de l'utilisateur et de ce qu'il y a sur son poste. Donc on va retrouver notre télétravailleur qui va devoir accéder à un certain nombre de ressources. Alors la première ressource, c'est accéder à l'entreprise pour les différentes applications qui y sont, les données qui y sont et autres. Bien entendu, on va se retrouver à faire un joli tunnel VPN ou pas, selon le poste de l'utilisateur et ce qu'on pourra faire. On en parlera tout à l'heure dans la partie VPN nomade. Jérémy, tu montreras un peu comment tout ça se passe. Ça reste une recommandation première, bien entendu. Le tunnel VPN, c'est même si on verra qu'il y a d'autres façons d'accéder à des ressources sans passer par un tunnel comme l'Access Portal, le tunnel VPN reste le moyen le plus sécurisé.
L'utilisateur va aussi accéder à des applications SaaS, donc là il passera pas du tout nécessairement par son tunnel. On pourrait d'ailleurs, on va regarder aussi comment le faire dans la partie VPN. Et puis il est au télétravail, donc je sais pas ce qu'il va faire. Donc il va peut-être accéder, je sais pas, télécharger un film pour le soir, aller sur des sites pornographiques, aller sur des choses sur lesquelles il peut récupérer des saloperies ou cliquer tout simplement sur des mails perso qui peuvent être du hameçonnage en référence de ce que je disais avant. Donc là, vous voyez tout de suite ce qui peut se passer, hein, c'est assez graphique, c'est que vous allez avoir des phénomènes possibles de rebond. Autant dans la présentation des NSWatchGo, je parlais souvent de l'utilisateur en déplacement qui revient ensuite dans le réseau avec un PC qui a été verrouillé, autant là, avec du télétravail sur la durée, il n'y aura même pas besoin d'attendre de revenir sur le réseau de l'entreprise puisque de tels rebonds sont possibles. Et notamment, quelque chose qu'on regardera un petit peu plus tard, c'est ce petit détail, mais détail qui est extrêmement important, c'est que bien souvent, les configurations des VPN nomades sont avec une règle ENI. Donc en fait, on autorise tout simplement le télétravailleur, ou plus exactement les flux du télétravailleur, à accéder à toute l'entreprise, quels que soient les flux, quels que soient d'où ils viennent, quelle que soit leur nature. Donc ça, on va regarder ça pour pas le laisser faire, parce que c'est vraiment un des critères qui peut poser un gros problème de sécurité. Jérémy, tu vois autre chose à rajouter? Non, je réinsisterai sur le ENI plus tard, mais je suis un peu chiant avec ça, donc je ferai ça sur mon temps à moi. Pas de souci. Premier outil qu'on va regarder, qui est l'anti du webinaire, hein, c'est WatchGuard Passport. Donc Passport, en fait, dans le portfolio WatchGuard, c'est un bundle. C'est la partie du portfolio WatchGuard qui n'est pas de la protection périmétrique. Donc c'est protection hors périmètre et protection d'accès également aux applications de l'entreprise, puisque Hotpoint va sécuriser ça et DNSWatchGo va sécuriser le nomade. Pour le moment, ça n'intègre pas encore des fonctionnalités d'EDR ou de choses comme ça. Alors, je réponds à la question, même si on ne me l'a pas encore posée, mais je pense qu'elle va venir. Vous avez tous noté que WatchGuard est en train de faire l'acquisition de Panda. Donc, il y a des choses qui vont se faire. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais bon, vous avez autant d'imagination que moi, donc ça ne sert à rien que je vous fasse un dessin. En attendant, on verra également que on peut donc avoir Hotpoint et DNSWatchGo dans Passport, et pour nos clients qui sont déjà équipés en WatchGuard et notamment en Total Security, on peut également rajouter TDR. Je vais en parler juste après. Mais on va vraiment bâtir en fait sur le poste du télétravailleur une protection multicouche comme on peut l'avoir sur le réseau d'entreprise. Alors pas avec toutes les mêmes fonctionnalités, mais plus on peut en avoir et plus on va monter le curseur de sécurité de notre télétravailleur. Le principe qu'on répète depuis des années sur le firewall de faire du multicouche pour monter le curseur de sécurité est exactement le même pour le télétravailleur. La seule différence, c'est qu'il n'a pas une infra complète et que il faut faire ça sur son poste. Donc TDR pour nos clients qui sont déjà en Total Security, TDR donc se met sur les machines qui sont elles aussi protégées par le firewall, mais également sur les portables. Moi, mon portable WatchGuard a TDR, donc je passe ma vie en dehors du réseau et j'ai cette protection additionnelle de TDR par rapport à mon antivirus de poste classique. Donc c'est une couche en plus qui permet de monter le curseur de ma sécurité à moi en tant que télétravailleur. Donc quand vous êtes sur le réseau, vous avez clairement la fonction de corrélation en plus du firewall qui s'ajoute, mais quand vous êtes en dehors du réseau, vous avez quand même beaucoup de fonctionnalités liées à TDR. Je ne sais pas si tu avais prévu quelque chose en termes de démo sur TDR, Jérémy. Pas particulièrement, mais si avec ça, on peut y faire un tour très rapidement. Écoute, tu veux qu'on aille visiter? Ouais, allez, on va visiter rapidement. Faire un petit tour d'horizon. Ouais. Je te passe le présentateur.
montrer mon écran. Alors, pas de bol, c'est pas le bon écran, c'était l'autre. Ah. Voilà, c'est celui-là. Alors, initialement, il y avait la démo Hotpoint. On va revenir plus tard. Hop là. Alors, le principe de Hotpoint, de TDR, c'est que cet agent qui va être déployé sur les postes et ou sur les serveurs, puisqu'on parle de protection hors périmètre, mais il faut comprendre que la protection hors périmètre se joue aussi à l'intérieur du périmètre, puisqu'une fois qu'on a passé le pare-feu, c'est trop tard, notre utilisateur est dedans. Si je pouvais avoir l'affichage de la page, ce serait bien. Et donc, cet agent va servir à établir une corrélation entre ce qu'on va pouvoir observer sur les postes. Alors, normalement, c'est que Netflix qui devait être ralenti par les FAI. Donc, entre ce qui peut être observé sur les postes et ce qui se produirait en termes de communication depuis ces éléments, et notamment utiliser l'un des services de sécurité qu'on trouve dans la Total Security Suite, à savoir l'APT Blocker. Donc l'idée, c'est que cet agent TDR va pouvoir envoyer en sandbox les fichiers qui auraient pu échapper au pare-feu parce que non-analyse, parce que hors périmètre, parce que clé USB, parce que peu importe. Donc lorsque je me connecte à mon portail WatchGuard, je suis désolé, c'est un petit peu lent aujourd'hui. On va faire de l'authentification multifacteur. Tiens, c'est le bon moment. On va envoyer un push. Hop là, on va déverrouiller le smartphone. J'ai une requête Hotpoint que vous ne pouvez pas voir pour des raisons de sécurité. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et donc, que je sois client ou partenaire, je vais pouvoir accéder à ma console TDR. Pour vous montrer, le principe général de TDR, c'est que donc l'agent se déploie sur les postes, idéalement avec un Active Directory, puisqu'il y a un composant basé sur des requêtes push, donc sortantes, pas d'ouverture de port et pas de console locale à installer pour déployer l'agent sur vos postes. Il y en avait une démo hier et un replay disponible sur la chaîne YouTube de WatchGuard France. Et en termes de configuration, on va avoir assez peu de choses. Vous allez avoir uniquement besoin de déployer cet agent, d'établir une série d'exclusions. Côté TDR, une exclusion. Voilà, je suis sur ma console TDR, je viens voir mon client. Créer une exclusion dans TDR pour éviter que TDR ne vienne interférer avec l'antivirus local. Donc, je peux créer des exceptions manuelles. Et sinon, j'ai un certain nombre d'antivirus du marché qui ont été renseignés. Oh, coucou Panda. De façon donc à faire des exclusions automatiques, et il faudra faire les exclusions des dossiers de TDR côté antivirus, endpoint et serveur. Ensuite, on va se baser sur des stratégies, et ces stratégies, on va pouvoir les modifier à volonté. Donc le principe, c'est que plus le niveau de menace détectée sur les agents semble élevé, et plus le niveau de cybercon, donc de dangerosité Internet est élevé, et plus on va avoir des actions coercitives. Donc, ma recommandation, c'est laisser tranquille ces stratégies dans un premier temps et monter le niveau de cybercon. Parce qu'on voit très bien que si on passe le cybercon à 2, on va avoir toutes les actions par défaut qui s'activent, que ce soit la sandbox, que ce soit l'isolation des postes ou autre. On va pouvoir suivre l'activité de nos boîtiers déployés, et normalement dans la démo d'hier, j'ai déployé l'agent sur une VM qu'on verra tout à l'heure. Mon PC32, il est actuellement actif. Il s'est automatiquement mis à jour puisque dès qu'une machine passe en ligne, elle récupère la dernière version de l'agent, et rapidement, voilà, au travers de l'AD Helper donc, qui est installé, je peux synchroniser mes utilisateurs, mes machines Active Directory, et du coup, pouvoir chercher dans mon Active Directory sans avoir besoin d'ouvrir de port ou d'installer une console locale et trouver les machines qui n'ont pas encore été installées. L'agent en lui-même, il a une action qui est assez limitée côté utilisateur. J'ai un agent
qui est démarré sur le poste et qui va venir me consommer un petit peu de RAM, très peu d'accès disque, puisqu'en fait, contrairement à l'antivirus, on ne va pas faire une analyse de masse du système. Je suis désolé, 100%, j'ai beaucoup d'éléments qui tournent. Et donc, je vais avoir mon DNS Watch Go ici, que je suis en train de faire travailler, et mon host sensor que je vais retrouver quelque part, qui lui va consommer assez peu, puisqu'il se contente d'analyser les fichiers nouvellement apparus, nouvellement ouverts sur le poste. Je vais le retrouver quelque part. Il est là. D'accord? Pascal, je te rends la main. Oui. Hop. Normalement, vous devez revoir mon slide. Donc, quand tu parles de CyberCon, je ne peux jamais m'empêcher de penser à Wargame. Je ne sais pas pourquoi, mais Ouais. si vous l'avez pas vu, hein, je sais, je le dis à chaque webinaire, je suis chiant, mais Regardez Wargames. ça n'a pas vieilli. Enfin, un petit peu quand même. Pour se connecter à Internet, c'était un petit peu différent, mais voilà, ça vous explique. Si vous n'avez pas compris le principe du CyberCon, vous verrez le DEFCON dans Wargames et vous comprendrez tout de suite ce à quoi ça correspond et ce à quoi on fait référence. Petite information sur TDR pour ceux qui ont la totale. Vous savez que vous avez avec chaque boîtier un nombre de host sensors qui est fourni. Vous pouvez aller au-delà et rajouter des host sensors. Sachez que quand vous les rajoutez sur du nomadisme, ça ne va pas faire consommer le firewall en tant que tel. Donc vous n'avez pas cette limite de sizing qu'on peut avoir sur du VPN nomade, dont on va parler d'ailleurs un peu plus tard dans la présentation. On peut avoir un boîtier avec plus de nomades dans la nature que de host sensor prévus de base avec TDR. C'est pas anormal et ça fera pas planter votre boîtier. Ensuite, on va parler un peu DNS Watch Go, donc qui est un service WatchGuard qu'on a sorti en septembre, qui tombe bien celui-là pour le coup, parce que on va en avoir bien besoin pour le télétravail. Donc c'est un service qui est full cloud, qui va maintenir l'organisation et maintenir les télétravailleurs protégés quand ils sont en dehors du périmètre réseau, et notamment avec une efficacité toute importante sur la partie hameçonnage, mais pas que, puisque vous allez voir qu'on traite en fait toutes les requêtes DNS. Comme le nom l'indique, hein, toutes les requêtes DNS des gens qui sont, comme disent les Américains, on the go, donc en déplacement. Le principe est donc assez simple en fait, puisque DNS Watch Go fonctionne avec un client silencieux sur le poste de travail, donc sur le poste du télétravailleur, donc tout ce qui est Windows. Et en fait va vérifier toutes les requêtes DNS. De fait, quand un utilisateur reçoit un mail de phishing sur lequel il y a un lien et il fait pas attention, il veut cliquer parce qu'il se dit tiens, je veux les dernières informations de ce qu'a dit Castaner hier soir, je clique, je fais pas attention, manque de bol, c'était un email de hameçonnage, ça va aller donc checker la requête DNS du site vers lequel ça voulait aller, et si c'est malicieux, bien on va stopper la requête et donc protéger notre télétravailleur. Donc ça c'est le principe. L'autre partie qui est pour moi pas la plus importante, mais vraiment une partie très importante du sujet, puisque comme je le disais, on se retrouve avec des télétravailleurs qui n'ont pas l'habitude de télétravailler, c'est de les sensibiliser aux menaces, et c'est pas parce qu'ils sont en dehors de l'entreprise qu'ils sont chez eux qu'ils n'ont rien à craindre. Justement, ils ont plus de choses à craindre. Et donc, quand la personne va cliquer sur ce mail d'hameçonnage sans faire attention et se faire bloquer par DNS Watch Go, eh bien, on va lui afficher une page de blocage pour le sensibiliser au fait que il faudrait qu'il fasse attention, qu'il ne clique pas sur n'importe quoi. Donc, on va lui dire que le site est bloqué, on va lui expliquer pourquoi avec un message qui est paramétrable, et il pourra suivre une petite sensibilisation au phishing dans la langue qu'il souhaite, en français s'il est français, mais également pour les entreprises qui ont des utilisateurs multilangues, eh bien, ils pourront choisir la langue qu'ils souhaitent. Je te passe la main là-dessus pour que tu fasses une petite démo, Jérémy. Allez, c'est l'autre Jérémy qui va prendre la main. Je te passe à l'autre alors. Oui, cherchez pas les gens, il y a
plusieurs Jérémy dans cette présentation. Il n'est pas tout seul dans sa tête. C'est ça, ça peut relever un peu de la schizophrénie, mais non, en fait, c'est juste que j'ai deux machines et donc celle-ci est un télétravailleur. C'est mon PC perso que j'ai mis hors réseau. J'ai l'impression que la connexion à ADSL marche pas mal. Alors, le principe de DNS WatchGo, c'est donc d'avoir un client qui est déployé sur les postes qu'on voit ici. Bien entendu, il me dit qu'il ne protège pas, gros malin. J'ai vu qu'il y avait une fenêtre de maintenance ce matin, Pascal. Ah. On a bien choisi notre moment. Écoute, hein, Donc, t'appelles pas Bonaldi pour rien. Hein. bah, c'est ça. On va appeler ça presque un effet SRAM. Et donc, j'ai mon agent qui est déployé sur le poste. Alors, pour répondre à la question, oui, vous avez une KB qui vous explique comment déployer ce fichier MSI par GPO. Donc, bien entendu, vous pouvez le déployer en masse, ça ne pose pas de problème. Et puis, donc, cet agent, je l'ai quelque part. Il est là, il pèse 19 MB. Vous l'installez sur les postes des utilisateurs par le moyen qui vous intéresse et vous allez pouvoir donc mettre en place un certain nombre de mécanismes au travers de DNS WatchGo. Le premier dont parlait Pascal, c'est donc l'anti-phishing. Alors, un bon moyen de trouver du phishing, c'est d'aller le prendre pas chez l'ennemi, puisque ça, c'est une base de connaissances alliée, mais bon, quand même. Et donc, ici, lorsque mon utilisateur va essayer d'accéder à un site de phishing, j'ai bien entendu ma protection locale qui agit. Pas de bol. Superbe effet Bonaldi, il veut pas démarrer, donc pour l'instant, je n'ai pas de protection. Normalement, j'ai donc, pardon, c'est nerveux. Normalement, j'ai donc bien une interception de la part de mon système et comme disait Pascal, l'apparition d'un système d'une page de formation. Je vais redémarrer mon service, des fois que ça lui permette de revenir dans un état normal. Après, si c'est en maintenance, je pense que tu vas pouvoir redémarrer autant que tu veux. Ouais, c'est juste des fois que j'arrive à grappiller un peu de service. Non, j'y arriverai pas. C'est pas grave. Donc, je vous montrerai la page un petit peu plus tard quand le service sera remonté. Deuxième fonctionnalité qui est très intéressante, dont Pascal a parlé, c'est probablement l'une de mes préférées, c'est celle qui consiste à faire du filtrage, puisque aujourd'hui avec DNS WatchGo, on va pouvoir protéger l'utilisateur contre un certain nombre d'éléments et essayer de l'éduquer. Mais en fait, le filtrage web, on le faisait déjà auparavant. Je me suis fait éjecter de ma console, décidément. Le principe, c'est que avec un filtrage web efficace, on va pouvoir empêcher l'utilisateur d'être confronté à un certain nombre de risques, que ce soit du phishing ou d'autres éléments. On pourra reparler de l'intérêt du filtrage web dans le service de sécurité. On me dit qu'on m'entend de très loin. Non, on t'entend bien. Je suis désolé, Benjamin, je pense que c'est ton casque qui ne fonctionne pas bien. Je passerai t'en déposer un quand ce sera plus le coronavirus. Après les sofas rouges, faut qu'on fasse des casques rouges maintenant. Faut qu'on fasse des casques. Je suggère un partenariat avec la marque célèbre qui commence par un J. J'adore leurs casques. Okay. Donc, je vais avoir la possibilité de créer des stratégies de filtrage qui seront les mêmes que pour DNS Watch. Dans ces stratégies de filtrage, d'abord très intéressant, je peux activer le Safe Search, ce qui est très important. Alors, pardon, on me dit la vidéo sera en ligne tout de suite après sur la chaîne. Non, pas immédiatement après, mais très rapidement. Et elle y sera pour le début d'après-midi. Y a-t-il une solution pour Apple? Alors, oui. Il semble qu'il y ait des gens qui travaillent avec des Mac. Et oui, DNS WatchGo fonctionne pour Apple. On peut le mettre en place, que ce soit DNS WatchGo, que ce soit les solutions VPN dont on parlera tout à l'heure, ou l'Access Portal, etc. Oui, tout ça, c'est aussi disponible sur Mac. Donc, le Safe Search permettra donc de filtrer des éléments dans les moteurs de recherche, ce qui peut être intéressant. Et puis, je vais retrouver ici mes 135 catégories que je peux revoir dans mon pare-feu, de façon à pouvoir venir bloquer des éléments. Alors, je vais essayer. J'ai bloqué par défaut les réseaux sociaux. Je vais voir si mon client veut bien me le bloquer ou pas.
Allez, s'il te plaît, DNSWatchGo, t'es remonté. Eh ben non, DNSWatchGo n'est pas remonté, donc mon filtrage web ne marche pas. Merci. Ça, c'était pour l'effet démo. Il y a des gens qui demandent du remboursement, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ouais, rembourser nos invitations gratuites. Pour répondre aux questions d'ailleurs, oui, on peut livrer des licences en quelques minutes, en quelques heures, on va dire, pour pouvoir se protéger dans le contexte. Donc ici, ça me permet donc de configurer mon filtrage web. Le filtrage web, c'est donc un élément très intéressant puisque au-delà du phishing, je vais pouvoir bloquer donc des tentatives de téléchargement de malware. Enfin, vous avez la possibilité de personnaliser ces pages. Alors malheureusement, je ne peux pas vous en montrer le résultat, pas réellement en tout cas, puisque je ne pourrais pas vous faire la démo du phishing. Ah si, parfait, c'est revenu. Donc voilà ce à quoi va être confronté l'utilisateur qui ira sur un site de phishing. Il pourra choisir sa langue et suivre une petite présentation de façon à être informé de ce qu'est le phishing, comment les pirates le font, pourquoi, comment on s'en protège, etc. Et donc essayer de le rendre un peu plus efficace. Je vais refaire un petit essai, voir si mon phishing il est revenu. Mon anti-phishing. Oui, mon anti-phishing est revenu. Donc normalement, si je fais ignorer et poursuivre, raté, c'était dans le cache. C'est parfait. Voilà une excellente démonstration qui s'est magnifiquement pas bien passée. Pascal? Oui, je reprends la main du coup. Je te rends la main. Ouais, reprends la main. Hop. Donc, comme Jérémy l'a expliqué, dans DNSWatchGo, vous avez donc ce blocage DNS quand c'est pas la maintenance, et vous avez également du blocage d'URL. Là, sur le blocage d'URL, qu'on soit d'accord, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sécurité pour ceux qui ont des boîtiers WatchGuard et vous faites du web blocker sur les boîtiers. Vous savez que dans la base de filtrage, vous avez des catégories de sécurité pure et dure. Donc on ne saurait trop vous recommander de les bloquer. C'est donc une fonction de sécurité. Et vous avez ensuite des catégories qui sont plus à mettre dans dans le côté productivité et usage, dont l'usage là dépend complètement de ce que l'entreprise tolère ou pas. Est-ce qu'elle tolère que vous alliez sur Facebook? Est-ce qu'elle tolère que vous regardiez du Netflix telle heure à telle heure? Ça, c'est la productivité, c'est dans la charte informatique normalement. Et il y a la même chose en télétravail. Ne l'oublions pas, parce qu'on est en télétravail qu'on peut faire n'importe quoi. On est quand même censé, comme le nom l'indique, travailler un peu. Donc vous avez ces 135 catégories qui vont vous permettre justement de mettre en place une politique de sécurité pour ces postes de télétravail qui sont des postes de l'entreprise, donc sur lesquels il est normal de pouvoir appliquer un certain nombre de règles en fonction de ce qu'on accepte de l'usage des télétravailleurs. Donc il y a bien les deux côtés, le côté filtrage, hameçonnage, sécurité, site malicieux avec le filtrage DNS, et puis le côté filtrage de site web avec les catégories. Et donc on a la même base sur cette partie-là que ce que vous connaissez sur le firewall, puisqu'on travaille également avec ForcePoint là-dessus. Donc le mode Safe Search, Jérémy vous l'a expliqué. Quand on est sur un environnement périmétrique avec le firewall réseau, on va mettre de l'inspection HTTPS et on va activer le Safe Search une fois que ça sera fait. Quand vous êtes en télétravail, on ne peut pas activer l'inspection HTTPS, donc on va activer le Safe Search, en l'occurrence dans le DNSWatchGo, ce qui est quand même assez facile à faire pour le coup. Quoique tu serais capable de nous mettre de l'inspection HTTPS sur le poste de travail. On va en reparler. Ok.
que fait aussi DNSWatchGo et ce qui manque cruellement quand on a des employés qui sont soit en télétravail, soit en déplacement, soit à travailler un peu n'importe où, c'est qu'on a zéro visibilité sur ce qu'ils font. Donc peut-être que le trafic est complètement propre et que ça n'est que du Outlook et des applis SaaS et tout est nickel, ou peut-être pas du tout. Sauf que bien souvent l'entreprise n'a aucun moyen de le savoir. DNSWatchGo va fournir ces informations sur les sites web qui ont été visités, les catégories, celles qui ont été autorisées, puis les accès qui ont été bloqués. Et puis la même chose sur le requêtage DNS. Donc vous allez avoir des rapports qui vont vous donner une idée de la dangerosité des sites que vos utilisateurs veulent aller voir sur la période que vous regardez. Donc cette information-là, elle est importante parce que pour mener une guerre sans savoir ce qui se passe, parce qu'il paraît qu'on est en guerre, donc pour mener une guerre sans savoir ce qui se passe, c'est compliqué. DNSWatchGo va vous redonner cette visibilité sur ce que font les télétravailleurs. Donc DNSWatchGo fait partie du bundle Passport, mais également Hotpoint. Donc Hotpoint qui est notre authentification multifacteur depuis maintenant 1 an et demi. Donc un produit très simple d'usage et très pratique. Donc avec une application sur le téléphone qui va faire office de token logiciel avec les sécurités qui vont avec. Et puis on va sécuriser avec cette authentification multifacteur. Typiquement, si vous vous rappelez mon slide avec notre télétravailleur qui accède à ses applications SaaS et à son VPN, eh bien on va sécuriser l'accès aux applis SaaS, l'accès au VPN à partir de cette application-là. Plutôt que de vous faire plein de slides, on va passer sur de l'effet Bonalti avec Jérémy, n'est-ce pas? Tu veux que je te pas la poisse, s'il te plaît. Tu veux que je te passe lequel des Jérémy en présentateur? Le Jérémy. Le vrai. S'il te plaît. Ok. Le vrai. Hop là. Donc, normalement, vous voyez mon téléphone. C'est mon fond d'écran, c'est ma femme, coucou chérie, elle est au travail. Sur mon smartphone, j'ai une application ici que vous voyez qui s'appelle Hotpoint et que vous avez pu parfaitement ne pas voir tout à l'heure et à nouveau maintenant. Voilà, fin de la démo. Bref, cette application est protégée contre les écoutes numériques. Donc, vous ne pouvez pas, ça fait partie du process d'authentification multifacteur, contrairement aux applis concurrentes qui en ce moment ont quelques problèmes puisque les pirates s'amusent à faire des captures d'écran à distance depuis les smartphones. Ici, vous ne pourrez pas faire de capture d'écran. Vous ne pouvez pas observer l'écran à distance, quel que soit le moyen. Donc, je vais faire sauter cette sécurité pour que vous puissiez le voir. Mon application est protégée par biométrie. Je déverrouille et voilà mon application. Mon application va avoir un certain nombre de jetons logiciels. En gros, chacune de ces lignes correspond à une identité numérique, typiquement un utilisateur Active Directory ou pas d'ailleurs, puisqu'on peut fonctionner sans AD. Pour déverrouiller l'un de ces mots de passe à usage unique, certains peuvent être visibles, d'autres pas. Je vais cliquer sur le petit cadenas, ce qui va me permettre d'avoir une requête d'authentification, biométrie, et d'avoir accès à ces mots de passe à usage unique. Si je ferme l'application, si je la réduis ou si je passe sur une autre application, quel que soit le mode, automatiquement, elle se reverrouille. Ça, c'est mon application Hotpoint. Pour information, cette application, elle est gratuite, elle est disponible dans les marketplaces. L'idée, c'est qu'on va essayer d'amener vos utilisateurs à une meilleure acceptation du produit en leur proposant d'y concentrer leur token perso. Donc, si par exemple, quelqu'un d'entre vous veut pirater mon compte Facebook dont le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'adresse email étant jeremyschram@gmail.com, il vous faudra ce mot de passe à usage unique qui va expirer dans les 60 prochaines secondes, un peu moins maintenant. Hop là, on va le reverrouiller. Donc, vos utilisateurs vont pouvoir mettre ici leur token à usage unique. Ensuite, leur token d'authentification à 2 facteurs et plus. Ensuite, comment ça va se passer? Pour un utilisateur donné, je vais ici prendre un Windows 10, je vais me déconnecter. Mon utilisateur a donc besoin de se connecter à sa machine, que ce soit en local ou à distance, que sa machine soit un PC ou un Mac, dans certains cas même un Linux, que ce soit un poste de travail à partir de Windows 8.1 ou un serveur
de production à partir de 2016 ou un serveur RDS, TSE, enfin, en l'occurrence RDS, puisque à partir de 2016, l'utilisateur va avoir d'abord à saisir son mot de passe classique, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Effectivement, on me signale que l'effet Bonaldi est inconnu des gens de moins de 40 ans. C'est possible. L'utilisateur, après avoir saisi son mot de passe, aura la possibilité d'utiliser soit le push, soit le QR code, soit le mot de passe à usage unique, soit une fonctionnalité dont on ne parlera pas dans ce contexte. Ma machine client a du net, mon smartphone a du net, je peux utiliser le push et donc je vais être notifié ici sur mon application. On va me demander d'utiliser de la biométrie pour déverrouiller cette requête et on va me demander si c'est bien moi qui, depuis Paris, en France, essaie d'accéder à PC2, qui est un Windows 10 Pro dans le domaine jslab.local en utilisant l'application Logon App. Et là, libre à moi de dire approuver ou refuser. On va dire refuser. J'ai un refus ici, la machine n'est pas déverrouillable. Mais ça a marché. Mais comment ça a marché? Bien sûr que ça a marché. Non, mais je peux pas avoir la poisse tout le temps non plus. Que faire quand mes utilisateurs n'ont pas de net, que ce soit sur le PC, sur le smartphone ou les deux? Alors, je peux pas vous couper le net parce que sinon mon smartphone va moins bien marcher, je vais avoir du mal à vous le projeter à l'écran. Mais je peux utiliser le mot de passe à usage unique et donc récupérer ce mot de passe et le taper ici. Ou je peux utiliser, alors pardon, je vais le reverrouiller, c'est mieux. Je peux également utiliser le QR code qui est le mode de sécurité le plus avancé puisque pour pouvoir générer le mot de passe à usage unique qui vient ici, il va falloir utiliser le lecteur qui est là. Hop là, voilà. Ici, un magnifique effet. Et donc, quand je viens lire ce QR code, eh ben, on va me demander de déverrouiller et je récupère ce mot de passe à usage unique, encore plus unique, puisque en plus de la temporalité, de les éléments cryptographiques, etc., j'ai besoin d'être à proximité physique pour pouvoir lire ce QR code. Donc, je vais taper ce code et déverrouiller ma session. Ça, c'est pour les environnements dits riches. Donc, lorsqu'on a une application Hotpoint qui est démarrée, donc typiquement, c'est le cas d'une ouverture de session pour de l'accès bureau à distance, pour de l'accès Office 365, Dropbox, Salesforce, peu importe. Pour des connexions VPN, cette interaction se fera de façon moins riche. C'est l'administrateur qui va figer les méthodes d'authentification autorisées, puisque comme on ne modifiera pas le client VPN, de sorte que ça reste compatible avec des clients VPN d'autres marques, d'UTM, de routeurs, de passerelles VPN, etc., sans limite, et donc sans limiter à du WatchGuard, eh ben, on ne modifie pas le client VPN et donc ce sera nécessairement le push ou le mot de passe à usage unique qui seront utilisés avec une forte préférence pour le push puisque l'utilisateur, ça lui facilitera un petit peu la vie et ça facilitera son acceptation. Je continue sur le VPN, Pascal? Donc on y est ou tu reprends la main? Non, je reprends la main et puis je te. Allez, et puis on y reviendra. Parce que toi, tu arrives à t'en sortir quand tout se passe pas comme tu veux, mais moi, il faut que je suive mes slides à la lettre. Alors, bouge pas, je reprends la main. Hop. Hop là. Donc ça, c'est ce que tu as expliqué, le token ou les tokens sur le smartphone, les trois méthodes d'authentification, le support multi-jeton. Donc, quand bien même vous ne voudriez pas mettre de l'authentification multifacteur sur l'environnement pro, n'hésitez pas à l'utiliser pour sécuriser vos Facebook ou autres. Au passage, ça sécurise quand même l'environnement pro, puisque ça évite que des postes nomades se fassent infecter également. Et donc, comme Jérémy l'a dit, Hotpoint va permettre de vraiment sécuriser la majorité des accès aux ressources de l'entreprise, donc que ce soit les applicatifs SaaS qui ne sont pas nécessairement sur le réseau de l'entreprise, justement, que ce soit le VPN, que ce soit le PNS de sécurité elle-même, que ce soit les postes de travail, ou que ce soit, on en parlera tout à l'heure, l'Access Portal qui est disponible sur nos firewalls. Petit rappel, le déploiement d'Hotpoint est full cloud avec juste un agent à mettre sur le contrôleur de domaine pour la synchro avec l'AD. Donc c'est on dit combien de temps pour un déploiement d'Hotpoint, en tout cas sur les premiers utilisateurs? Une petite demi-heure, Jérémy?
Alors, si vous suivez bien la doc, une demi-heure, 40 minutes. Si je vous aide, peut-être un peu moins. Ok. Je suis pas sûr que tu les aies convaincus là. Non, non, bon, je vais Ah continuer. non, 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 Point, ça s'est bien passé. Vous avez sur vos comptes des licences d'évaluation 30 jours qui sont disponibles. Donc, dans le contexte actuel, ça peut être très pratique. Si vous avez un boîtier en Total Security sur votre compte, si vous êtes client, vous avez également possibilité de faire la demande que vous obtiendrez de 5 licences pour un an. Puisque c'est une promo qui est avec la Total Security. Quand vous avez un boîtier en Total Security ou des boîtiers en Total Security sur votre compte client, vous pouvez claimer une licence 5 users de Hotpoint pour un an. Et pour nos partenaires qui sont sur ce webinaire, quand vous avez un NFR, vous pouvez claimer vos 10 licences qui sont sur vos comptes. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à tester, à mettre en place, à nous demander de l'aide s'il y a besoin. Et puis les sessions ouvertes vont servir à ça justement. Si vous avez de la mise en place un peu chaotique, bah, venez vous connecter, dites-le nous, et puis on fera ça en live. Alors, juste un petit commentaire, malgré tout, sur ces licences, un certain nombre d'entre vous vont peut-être vouloir protéger des accès Office 365, ce qui est une très bonne idée, hein, puisque Microsoft annonce qu'en moyenne, 5% des comptes existants sont piratés chaque mois. Donc il y a, je ne sais plus combien de milliards de comptes il y a, mais ça fait quelques centaines de milliers qui sont piratés chaque mois. Attention toutefois, c'est une recommandation Microsoft. La plupart de vos utilisateurs n'utilisant pas le POP, le SMTP et l'IMAP, vous devriez systématiquement désactiver ces fonctionnalités dans les comptes Office 365 parce que ces fonctionnalités-là ne sont pas multifactorisables. D'accord? Donc soyez prudent avec ça. Pardon, Pascal. Pas de souci. Ensuite, en fonctionnalité pour nos télétravailleurs, en fonctionnalité à disposition, nous avons l'Access Portal pour justement nos clients qui sont équipés d'un minimum de Firebox M270 en Total Security. L'Access Portal est une des fonctions qui est intégrée à la Total à partir de ces boîtiers-là et qui vont permettre d'accéder à un certain nombre de ressources sans avoir besoin de monter de VPN. Et donc de disposer d'un portail en HTML5 clientless qui va permettre de faire du SSO et principalement d'accéder à du RDS, mais on pourra aussi faire du SSH ou de l'accès web interne. Je ne sais pas si tu avais une démo sur cette partie-là, si tu veux la main ou pas. On peut faire une petite démo vite fait. Allez, je prends la main. Hop là. Désigné comme présentateur. Mon écran, c'est celui-ci. L'Access Portal, donc pour répondre à la question de tout à l'heure, entre autres, oui, ça fonctionne aussi sur Apple, même s'il semble que Safari pose des problèmes avec les certificats. Ce qui ne sera pas le cas ici, puisque j'ai pris 2 minutes pour mettre mon certificat public. Ah non, me fais pas la blague. Donc l'Access Portal, c'est un frontal web qui est fourni par votre boîtier de la gamme M. Donc on arrive sur ce portail, vous pouvez essayer l'adresse si vous voulez. J'ai donc intégré mon certificat SSL public, valide, etc. Le fond est personnalisable. Attention à mettre des images légères, puisque on ne se rend pas toujours compte, mais si vous mettez un magnifique logo grande taille de 3 ou 4 MB, bah, c'est autant de mégas qu'il va falloir transférer sur les connexions des utilisateurs. Ici, je vais m'authentifier. Alors, je réduis pour mettre mon smartphone à côté, puisque lorsque je vais authentifier mon utilisateur Active Directory, je vais avoir sur mon smartphone une requête d'authentification de Hotpoint qu'il va bien entendu falloir déverrouiller ici. On me demande si c'est bien moi qui essaie d'accéder au Firebox du labo. Et lorsque je vais approuver, eh ben, ça va valider ma connexion à l'Access Portal. Une fois connecté dans mon Access Portal, en fonction de mon appartenance à un groupe ou à un autre, défini par mon administrateur, je vais avoir la possibilité d'accéder à différents types de ressources. Ces ressources, ça peut être du RDS, donc ici, ça devrait me donner accès à mon contrôleur de domaine. Voilà.
Donc très pratique quand on est en télétravail pour faire de la maintenance sans avoir besoin de trop s'inquiéter de la sécurité. On va le laisser se connecter. Ici, c'est plus un PC, c'est un serveur d'application auquel je vais pouvoir accéder aussi. Mais sur un Windows 10, ça fonctionnerait de la même manière. Voilà, ça c'est fait. Et puis, je vais avoir la possibilité d'accéder à des services web. Donc ici, un ESX. S'il veut bien y aller, s'il te plaît. Allez, le SX arrive. Le contrôleur de domaine, il ne veut pas ouvrir sa session. Décidément, c'est ma journée. Et donc ici, voilà, je vais pouvoir accéder à mon ESX. Hop là, alors le SSO ici ne fonctionnera pas puisque le compte Jérémy Schramm n'y a pas accès. Où est mon petit pass? J'ai perdu mon petit pass. Hop là. C'est pas bien, mais il commence à y avoir beaucoup de mots de passe. Et donc ici, au travers de cet Access Portal, je vais avoir accès à mes ressources. Mon contrôleur de domaine, quand il voudra. Ok, Eh ben, c'est ma journée. Mon ESX m'en répond plus, mon contrôleur de domaine non Qu'est-ce qui plus. t'arrive Si, sur ça ton y est, âme? j'ai mon ESX. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je pense que j'ai besoin de plus de RAM en fait. Ouais. Pardon. Ah bah voilà mon contrôleur de domaine. Donc ici j'ai mon contrôleur de domaine qui est accessible. Ça fonctionnera dans tous les navigateurs, y compris dans un vieil Internet Explorer. Juste si vous n'avez pas un navigateur suffisamment récent, vous risquez de perdre certaines fonctionnalités, notamment une qui peut être intéressante, c'est un clipboard qui est ici pour du texte seul. L'idée, c'est que l'Access Portal sur des sessions RDP va vous limiter un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent servir au transport des malwares. Donc, sans avoir à modifier la configuration de vos TSE, eh ben ici, le copier-coller, le montage de lecteur, le montage d'imprimante sera volontairement interdit. Malgré tout, vous avez la possibilité de passer du texte un peu façon passe-plat ou hygiaphone, de façon à pouvoir récupérer malgré tout quelques informations de l'un à l'autre. Ça, par exemple, dans Internet Explorer, ça ne fonctionnera pas, mais je suis sûr que vous ne nous en voudrez pas. Et ici, je pourrais me déconnecter. Et voilà, mon ESX lui a répondu. Donc voilà, magnifique. J'ai un ESX accessible. Je te rends la main, Pascal? Ouais, petite question qui ne nous est pas posée, mais qu'on nous pose souvent en parallèle. Combien d'utilisateurs peuvent faire ça? Alors, combien d'utilisateurs? L'Access Portal n'a pas de limite par utilisateur. Ce qui va être déterminant, c'est la quantité de mémoire. En gros, l'Access Portal est un reverse proxy sous certains aspects. Et donc, le boîtier va consommer une partie de sa mémoire pour traiter ses requêtes et les transformer. En moyenne, comptez une vingtaine de mégaoctets de mémoire par session RDS ouverte. En fonction de la charge mémoire de votre boîtier, eh ben, vous aurez plus ou moins de possibilités. Et en fonction de la taille de votre boîtier, il y a plus ou moins de mémoire. Donc ça, ça fera varier. Pour les contenus web, le mécanisme est le même, mais dépendant, comme l'impact de la page web va être dépendant du contenu, du taux de rafraîchissement, etc., etc. C'est vraiment à tester au cas par cas. C'est dépendant de ce que vous allez publier dynamiquement. Alors, nous avons une question. Comment configurer l'Access Portal? Car quand je l'active, il prend la place du portail VPN pour télécharger le client VPN WatchGuard. Alors, pas tout à fait. Votre portail VPN, théoriquement, est à l'adresse https:// l'adresse de votre boîtier, quelle que soit sa forme, /sslvpn.html. Cette adresse reste disponible. Alors effectivement, ce n'est plus la page par défaut, mais elle reste disponible et elle continue à vous fournir la possibilité de télécharger le client VPN. Maintenant, cette page de connexion au VPN SSL n'est pas obligatoire. Elle ne sert à l'utilisateur qu'à récupérer son client la première fois. Votre client peut, une fois son client SSL installé, peut se connecter directement sans repasser par ce portail. J'espère que je réponds bien à votre question. Si ce n'est pas le cas, eh ben, éventuellement, on pourra en rediscuter. Je pense Pascal. que c'est bon. On dirait que c'est bon. Ensuite, bien entendu, outil essentiel aux télétravailleurs, le VPN nomade. Donc tu en as déjà montré un petit bout, mais on va y revenir, et notamment
je pense que tu auras l'occasion de parler de cette règle ENI et de comment lui faire la peau. Oh oui. Donc effectivement, vous avez plusieurs technologies possibles pour faire du VPN nomade sur les boîtiers WatchGuard. Vous avez le VPN SSL, vous avez du VPN IPsec. Une question qu'on nous pose beaucoup en ce moment, c'est quel client? C'est une question que tu me poses. C'est une question que je te pose. J'aime bien te poser des questions aujourd'hui. Alors, quel client? Alors, de façon générale, nous essayons au maximum de coller aux normes. Ce qui fait que vous devriez pouvoir adapter la configuration VPN de votre WatchGuard à n'importe quel type de client. C'est notamment ce qu'on rencontre avec le client VPN qui est intégré dans les Mac, qui, si je ne dis pas de bêtises, est un client d'origine Cisco, et dont les paramètres ne sont pas modifiables. Donc, vous avez une KB WatchGuard qui vous explique quels paramètres mettre dans la configuration VPN pour pouvoir faire de l'IPsec avec un Mac. La partie SSL, elle est simple. Comme chez la plupart des constructeurs, c'est basé sur de l'OpenVPN. Donc, vous avez un client basé sur de l'OpenVPN qui vous est fourni par WatchGuard. Tiens, je vais présenter mon écran si ça t'embête pas, Pascal. Vas-y. Plein. Hop là. Vous avez donc des clients VPN qui sont récupérables à l'adresse software.watchguard.com, ce qui vous amènera sur cette page sans aucune forme d'authentification. Choisissez votre boîtier ou n'importe quel autre d'ailleurs, puisque ça n'aura pas la moindre importance. Donc, vous allez avoir la possibilité de voir des clients VPN. Vous avez ici le client VPN qui est disponible pour Mac et pour Windows, mais rien ne vous empêche d'utiliser un client OpenVPN d'origine ou d'utiliser n'importe quel client VPN SSL que vous pourriez avoir utilisé, puisque globalement, c'est standard. De la même façon pour l'IPsec, vous avez un client IPsec qui est fourni par NCP, puisque WatchGuard n'est pas un éditeur de solutions de client VPN. Donc, le client VPN de NCP est gratuit 30 jours, il est payant au-delà et il est payant parce qu'il vous amène des fonctionnalités avancées, type ouverture de connexion VPN avant l'ouverture de session Windows, type ouverture de plusieurs connexions VPN sur le même poste, gestion centralisée, etc., etc. C'est pour ça que le client est payant. Maintenant, si vous avez déjà une solution de client VPN que vous avez acheté de SolarWinds ou d'autres gens, eh ben, pas de problème, vous pouvez l'utiliser. Lorsque vous créez une connexion VPN IPsec notamment, vous avez différents exports de fichiers qui vous ont fournis pour être compatibles avec le plus d'éléments possible et vous simplifier la configuration. Pascal, autre chose? Non. Enfin, si, quand je reviendrai sur mes slides, mais je pense que tu vas faire un peu de démo avant. Eh ben, on va faire un petit peu de démo. Alors, notamment le client VPN. Donc le client VPN, comme le disait Monsieur Thiriot tout à l'heure, il est accessible à vos utilisateurs nativement lorsqu'ils font https:// l'adresse IP de votre firewall /SSL VPN, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui va les amener sur une page d'authentification. Donc ils vont pouvoir tester notamment leur authentification. Ce que je vais faire ici. Hop là, authentification multifacteur. Voilà, et donc ici, je peux récupérer mon client VPN pour Windows, mon client VPN pour Mac, ou mon profil VPN à utiliser. C'est un point .ovpn, je vous le donne en 1000, c'est pour de l'OpenVPN pour pouvoir faire de l'import directement. D'accord? Donc on peut le récupérer ici, ou on peut le récupérer sur le portail de téléchargement WatchGuard. À quoi est-ce qu'il ressemble ce client VPN? Eh ben, c'est celui que je vous montrais brièvement tout à l'heure. Il est là. L'utilisateur va simplement renseigner son adresse de connexion, qui peut être un nom ou une adresse IP, peu importe. Il va rentrer son login en tenant compte du fait qu'il y a toujours un schéma d'authentification, un serveur d'authentification par défaut et des serveurs d'authentification secondaires. C'est ce qui vous permettra d'avoir de l'authentification multifacteur sur certains utilisateurs et pas pour d'autres, d'accord? Même si c'est dangereux et que vous devriez éviter de le faire, mais oui. Et l'utilisateur va pouvoir renseigner ici son mot de passe. Donc, moi ici, j'utilise mon authentification par défaut qui est du Radius, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure.
Si je voulais utiliser un autre mode d'authentification, eh ben, j'utiliserais par exemple Firebox-DB / mon login si c'était un utilisateur interne. J'utiliserais Radius en en-tête si c'est du Radius, et j'utiliserais le nom de domaine Active Directory si c'était une authentification AD. Voilà pour la forme. Et donc, lorsqu'on va se connecter, on va donc faire ça. Je vais avoir une requête d'authentification, bien entendu, qui va apparaître sur mon smartphone, puisque on ne fait pas. Ah, est-ce que je pourrais avoir mon affichage? Merci. Je vais avoir l'authentification multifacteur pour me connecter au Firebox du labo et ça va établir ma connexion. Maintenant, tant qu'on est dans les connexions, il faut qu'on parle de notre fameuse règle ENI dont Pascal parlait tout à l'heure. Chez WatchGuard et chez la plupart de nos concurrents aussi, me semble-t-il, je vais couper cette connexion. Lorsque vous créez une configuration VPN, on va le faire tout de suite de façon à discuter rapidement des connexions VPN. Voici une config à peu près par défaut qui est donc issue du webinaire d'hier. Je vais trouver ici mes différents modes de connexion VPN. Globalement, l'IKEv2 est celui que vous devriez toujours utiliser puisqu'il est le plus sûr et le plus rapide. Contrainte, il faut qu'un certain nombre d'éléments, qu'un certain nombre de ports soient ouverts et ce ne sera pas toujours le cas dans le train, sur certains réseaux Wi-Fi invités et dans certains hôtels. Donc l'IKEv2, malheureusement, ne fonctionne pas toujours aujourd'hui. Le SSL est très rapide, mais c'est un mode qui manque un petit peu de sécurité et il est de toute façon moins rapide que l'IKEv2. Le L2TP sur IPsec est un mode qu'il faudrait commencer à imaginer d'oublier puisque on va hériter avec le L2TP sur IPsec d'un certain nombre de vulnérabilités liées à l'IPsec. L'IPsec est le dernier. Il est pas très rapide, il était relativement sûr et il le reste à condition que vous n'utilisiez pas de pre-shared key. Il y a une vulnérabilité dans le protocole IPsec qui fait que si vous utilisez une clé prépartagée, eh ben, vous fragilisez votre connexion. L'intérêt de l'IPsec, c'est qu'on va avoir la possibilité d'utiliser un client lourd. Moi, j'utilise encore l'ancien, il est où? Il est là, celui qui était édité par Shrusoft, qui était fourni par WatchGuard à l'époque. Moi, je l'aime bien parce qu'il va me permettre d'avoir plusieurs connexions VPN, un petit peu comme un petit annuaire. C'est pratique, notamment lorsqu'on est prestataire de service. Lorsque donc on va créer une connexion VPN, je vais faire le cas du SSL puisque ce sera probablement le cas le plus fréquent. Ici, je vais mettre une IP WAN, alors hop là, peu importe. Une IP secondaire pour le backup. Je vais choisir les systèmes d'authentification qui vont être autorisés à se connecter. Je vais pouvoir choisir des groupes. D'accord. Je vais définir une adresse IP ou un pool, une adresse de réseau d'IP virtuelle puisque nativement, il va y avoir un NAT qui va être fait. D'accord. Et ça va me donner une configuration de ce type. J'ai plusieurs modes de configuration. Le mode par défaut consiste à faire un routage de VPN. Donc, mon utilisateur VPN va recevoir une IP virtuelle. Et puis, il va y avoir une relation, une translation d'adresse qui va être faite entre ce réseau et les réseaux à atteindre. Nativement, on va forcer tout le trafic du client dans le tunnel VPN. C'est mon cas préféré. Dans ce mode-là, lorsque l'utilisateur va se connecter, tout son trafic Internet va passer non pas en local sur sa connexion Internet, mais au travers de la connexion Internet du bureau. Alors effectivement, il faut qu'au bureau, il y ait une connexion Internet un peu sérieuse, mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'on va pouvoir profiter de toutes nos stratégies de pare-feu et notamment de l'inspection HTTPS. Dans ce mode-là, on va pouvoir inspecter les contenus. On va pouvoir utiliser la sandbox, utiliser toutes les méthodes d'antivirus, utiliser toutes nos règles de filtrage et éventuellement, c'est le plus intéressant, récupérer toutes les stratégies de pare-feu déjà existantes. Donc, on va gagner du temps pour récupérer une sécurité qui, j'en suis certain, sur tous vos parcs, est déjà absolument parfaite. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me recontacter dans la semaine, on pourra faire une revue de config. Une alternative consiste à n'autoriser l'accès qu'à certains types de ressources. Et donc, je vais indiquer une liste d'adresses de serveurs à autoriser. Et puis, à ce moment-là, il n'y aura que ces éléments-là qui seront accessibles. Un autre mode est possible, il est assez rigolo. Dans certains cas, on va avoir la possibilité de bridger notre connexion VPN sur une interface. Alors pour ça, il faut qu'on ait une interface réseau qui soit déjà en mode bridge.
Ça se fait à distance, c'est pas tellement un problème. Et du coup, votre utilisateur va se retrouver non naté sur un réseau. Ça peut être très pratique si notamment vous vous retrouvez aujourd'hui coincé à distance avec un autocom qui n'a pas d'adresse de passerelle, par exemple. Les installateurs Alcatel savent de quoi je parle. Et ben ça va vous permettre de venir joindre sans NAT une adresse locale. Lorsque je configure donc ma connexion SSL ici ou quel que soit le type, mon boîtier va me créer par défaut une stratégie qui va s'appeler Hello, le type de connexion VPN user et qui est une stratégie de type ENI. Que fait cette stratégie? Elle autorise tous mes utilisateurs authentifiés à accéder, modulo quelques histoires de table de routage, à n'importe quel type de ressource sans aucune limite de port ou de protocole. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faudrait pas faire et pourtant, c'est ce qui est utilisé. Votre utilisateur, il va s'authentifier à partir d'un contexte utilisateur que vous avez défini, que ce soit de l'AD, du radius, peu importe. Donc, votre utilisateur va être identifiable. Cette stratégie, j'ai tout intérêt à la désactiver de sorte qu'elle ne fonctionne jamais. Et en fait, mon utilisateur, moi ici, Jérémy Schramm, il est membre de l'Active Directory. Dans ma démo, je l'ai mis membre de direction. D'accord? Eh bien, du coup, lorsqu'il va se connecter, cet utilisateur, il va passer dans les stratégies dont il dépend nativement. D'accord? En faisant ça, je vais récupérer mon filtrage web, je vais récupérer mon application control, je vais récupérer ma géoloc, je vais récupérer mon inspection HTTPS, donc je vais récupérer dans mes flux chiffrés tous mes services de sécurité de mon UTM. Okay? Donc, pensez à l'application de ces stratégies et pensez aux dangers que représentent ces stratégies par défaut, telles que c'est Hello SSL VPN User ou IPsec VPN User, etc. De la même façon que votre règle outgoing qui apparaît ici encore dans cette démo, mais ce n'est qu'une démo. Pascal, un commentaire? Maintenant que j'ai bien débordé sur le temps? Non, ça va. Tu as une question sur est-ce que tu peux faire la même chose en IPsec? Alors, Alors, je il crois y a une connaître la question réponse. juste avant. Il y a une question juste avant. Si on ne doit pas utiliser la clé partagée, comment faire la config de l'IPsec? Eh ben, dans le WatchGuard, vous aurez la possibilité d'utiliser votre serveur de gestion centralisé comme autorité de certification et donc utiliser le certificat de ce serveur de gestion et vous aurez la possibilité d'utiliser les certificats, des certificats tiers. Oui, on pourra faire exactement la même chose, Benjamin, dans une connexion IPsec, si ce n'est que les connexions VPN IPsec sont cachées dans l'autre onglet ici que vous n'aviez peut-être jamais vu. Et donc, lorsque je vais créer une connexion VPN IPsec, on va aller le faire, ça répondra à toutes les questions en même temps. Je vais créer ici une connexion qui sera basée sur de l'AD. J'utiliserai le groupe de la direction parce que c'est bien connu, il n'y a qu'eux qui travaillent à distance. Et ici, je ne vais pas utiliser ça et je vais mettre des informations concernant mon serveur de gestion centralisé qui lui récupérera toutes mes informations de certificat et mon admin passera, je ne sais plus ce que c'est, on va faire ça, je crois qu'il va me laisser le valider. Il va pas vouloir. Bref, alors on va le faire avec une pre-shared key. Ce boîtier-là, il est en démo et il n'est pas relié à un serveur de gestion centralisé. Ici, pareil, je vais pouvoir choisir si je passe tout mon trafic en local ou si je le passe dans le tunnel. Les adresses IP virtuelles à affecter. Et donc, je vais obtenir une configuration de ce type que je peux éditer. Je vais pouvoir mettre mes adresses de connexion primaire et secondaire, mes timeouts, mes paramètres IPsec. Ici, je pourrais remettre l'adresse d'une CA. Donc, typiquement, si vous avez de l'Active Directory, vous pourrez utiliser votre CA lié à l'AD pour utiliser un certificat autre et ne pas utiliser une pre-shared key. Ici, donc, je force mes ressources ou alors je ne force pas mes ressources et je viens donc renseigner des adresses IP qui sont accessibles en VPN. Pouvoir forcer des paramètres de DNS, ce qui est très pratique quand on va vouloir communiquer de façon assurée avec un contrôleur de domaine, on va dire qu'il sera en 10. Je ne sais pas si vous utilisez encore du Wins, mais si c'est le cas, bon, il est peut-être temps de faire autre chose. Et donc, lorsque je vais faire ça, pourquoi est-ce qu'il ne me
permet pas de valider. Ah oui, parce que ici, mon adresse, elle est invalide. Bref, lorsque je vais faire ça, je vais avoir une stratégie qui va apparaître ici. Et cette stratégie, je vais pouvoir jouer dessus. D'accord? Je vais pouvoir la désactiver, je vais pouvoir la modifier, je vais pouvoir en ajouter. Et ici, je vais pouvoir rajouter des comportements de filtrage. Accessoirement, particularité de l'IPsec, si je veux exporter mes fichiers de config, bah, je vais les générer à partir de ce menu de façon à pouvoir récupérer dans ce dossier, donc le dossier user public shared watchguard MUVPN, l'adresse IP publique ou le nom public qui a été renseigné, le nom du groupe qui définit les accès et WGX, je vais avoir la possibilité d'aller récupérer des fichiers d'export. Alors attention à ces fichiers d'export, puisque on me parlait tout à l'heure de la clé prépartagée. Je vais dans ces deux points users public shared watchguard MUVPN et je prends mon 80. Voilà. Je vais avoir ici des fichiers dans différents formats en fonction des éléments que je peux importer. Là-dedans, la clé est en clair. Donc attention à ne pas diffuser ces fichiers de configuration n'importe comment, parce que sinon la pré-shared key est récupérable. Pour ce qui est de l'IKEV2, il faut qu'on en parle rapidement. Je vais vous le montrer ici puisque j'en ai déjà un et qu'il faut gagner du temps puisque depuis tout à l'heure je déborde. Lorsqu'on fait de l'IKEV2, on va avoir pareil un petit process de démarrage. On va définir des ressources, on va définir ce type de choses. Alors, la particularité de l'IKEV2, c'est que nécessairement l'intégralité du trafic utilisateur passera au travers du tunnel. Vous n'avez pas le choix de configuration. Lorsque vous allez créer donc une connexion IKEV2, vous aurez la possibilité de récupérer des éléments d'autoconfiguration en passant ici dans le Get Started, donc le petit wizard d'installation. Vous pouvez récupérer le profil client. Et le profil client, il va avoir, on va en régénérer un, hop là, IKEV2, download, je vais le mettre sur le bureau, hop là, pour que vous puissiez voir, mon TGZ, voilà, c'est le boîtier qu'il génère, puisqu'il y a des certificats dedans, il y a pas mal de choses à fournir. Et lorsque je vais ouvrir mon TGZ, je vais récupérer un certain nombre d'éléments. Hop là. Pardon, trop d'écran. Je vais récupérer des éléments prêts à récupérer dans un Android. Je vais récupérer des trucs pour macOS. Je vais récupérer les certificats si je veux tout faire moi-même. Et pour du Windows 8.1 ou supérieur, j'ai un ensemble qui m'est fourni avec notamment un fichier BAT. Et ce fichier BAT va s'occuper nativement de vous créer la connexion, d'importer les certificats, etc., notamment dans votre Windows 10. Hop là, et ça va vous faire quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, moi, j'ai mon labo et mon labo T40. Tiens, je me demande bien ce que ça peut être un T40. Peut-être la prochaine génération de Terminator. Et donc, ça va vous le faire juste au travers d'un BAT, donc très facile à déployer en GPO. Pascal, des commentaires? Non, ça m'a l'air tout simple. On me demander de me taire. Non, ça va. Petite dernière question concernant le VPN Nomad. Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait voir en plus, mais ça sera l'occasion de le voir pendant les sessions ouvertes. C'est quel nombre de VPN max par boîtier, puisque je crois que c'est une des questions qu'on a le plus depuis 3 jours, curieusement. Alors, vas-y. C'est très facile. Sur les Firebox, tout ce qui porte le nom Firebox, modèle M, modèle T, modèle V et modèle Cloud, la limite est liée au hardware et cette limite n'est pas extensible. En fonction de vos produits, vous avez ici une limite. Donc sur un T15, vous avez 5 connexions SSL simultanées. Sur un T35, j'aurais dû prendre l'autre d'ailleurs puisque j'ai préparé un petit tableau avec les anciens boîtiers. Donc ces nombres-là, on pourra vous les fournir. Vous allez pouvoir faire peut-être une capture d'écran maintenant.
Donc, vous avez le nombre de connexions max en fonction du type de boîtier. Sur les anciens boîtiers, les XTM, que progressivement vous devriez faire disparaître, puisque ce sont des boîtiers d'ancienne génération sur lesquels vous allez avoir des problèmes de performance. Si aujourd'hui vous utilisez encore des XTM, c'est vraisemblablement que vous ne faites pas d'inspection HTTPS, auquel cas, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes en danger. Donc, le nombre de connexions VPN ne peut pas être augmenté. Ce que vous pourrez trouver dans les tarifs en termes de connexions VPN, ce sont majoritairement des clients VPN qui ne sont pas obligatoires. Ce sont des clients VPN IPsec. Sinon, donc voici pour les XTM 25. XTM 25, c'est les mêmes qu'ici, 5 connexions simultanées extensibles à 10, puisque sur les modèles XTM, on pouvait étendre ce nombre de connexions VPN. Sur les modèles T, on ne peut plus l'étendre. Donc T10, T15, 5 users, T30, T35, 25 users, etc. Théoriquement, c'est associé à peu près à votre nombre d'utilisateurs, mis à part sur des boîtiers de plus haut niveau. Ou ici sur un 570 donné pour environ 600 users, vous aviez 500 connexions VPN simultanées. Est-ce que ça répond à ta question, Pascal Le Digol? À la mienne, non, parce que j'avais déjà la réponse, mais à ceux des clients qui nous la posent, oui. C'est parfait, donc on met déjà le nombre max sur les boîtiers de la gamme actuelle. C'est ça. Je reprends la main, il doit nous rester 2 slides que je vais faire très vite parce qu'on a large débordé. Hop. Et puis comme les gens sont pressés parce qu'ils doivent sortir. Ah non, il est bientôt midi. C'est pas vrai. Vous êtes pressé d'aller faire cuire des pâtes. Il va falloir aller faire cuire les pâtes, effectivement. Il n'y en a plus dans les magasins. Mais dernière fonctionnalité qui peut être utile ou non, tout dépend un peu du contexte, c'est Rapid Deploy. N'oubliez pas que vous pouvez déployer un nouveau boîtier sans que vous, en termes de partenaire, vous soyez sur site. Le boîtier va prendre sa configuration juste en ayant une connexion Internet, en se connectant chez WatchGuard et en récupérant la configuration si on suit le process Rapid Deploy. Il n'empêche que il faudra quand même quelqu'un qui puisse faire le câblage sur site. Donc s'il n'y a personne, ça va pas vous résoudre le problème, bien entendu. Mais par contre, si vous êtes client et que vous avez un prestataire qui ne peut pas se déplacer et vous pouvez accueillir le boîtier avec Rapid Deploy, ça sera relativement aisé. Ou si vous êtes prestataire et que vous voulez juste envoyer le boîtier et qui prenne sa config à distance, c'est tout à fait faisable avec Rapid Deploy. Bon, pas besoin de faire de la démo là-dessus, c'est relativement simple. Au pire, on vous donnera l'AKB ou on en discutera dans les webinaires ouverts. Voici le lien du webinaire ouvert qu'on aura. Donc c'est mon lien GoToMeeting. Normalement, on ne devrait pas exploser le nombre parce qu'on a le droit à 250 personnes. On pourra mute tout le monde. Vous pourrez lever la main, poser vos questions et puis on va faire ça de manière conviviale, Jérémy, dans la session ouverte pour discuter un peu de tout. Alors cette semaine, on va se concentrer quand même sur tout ce qui est outils de télétravail, je pense, pour aider le plus possible nos clients et partenaires. Et puis si on est vraiment bloqué longtemps à la maison, on pourra multiplier les sujets. Et si ça fonctionne cette semaine, je pense qu'on reproduira les semaines qui suivent sur différents sujets qui peuvent vous intéresser. Donc les 3 sessions de cette semaine sont demain à 14h, jeudi à 11h et vendredi à 9h. Venez avec vos sujets, avec vos configs. Alors, si vous voulez nous soumettre des configs, c'est avec grand plaisir. En revanche, s'il vous plaît, anonymisez ces configs. On ne veut pas avoir d'IP public, on ne veut pas avoir de choses spécifiques. Faut pas que, on fait un peu de sécurité. Donc, vu que c'est un webinaire, on va éviter de mettre ça sur l'écran de tout le monde. Vous avez également, si vous vous embêtez, notre chaîne WatchGuard France sur YouTube, sur lequel commence à y avoir un petit paquet de vidéos, de tutos, de webinaires. Ce webinaire sera également placé sur notre chaîne. Donc, si vous voulez le revoir, si vous en avez vu qu'un bout, ou si vous avez des collaborateurs
des collaborateurs qui souhaitent l'écouter, il sera placé en début d'après-midi à peu près, le temps de récupérer la vidéo et de l'uploader dessus. Jérémy, un petit mot de la fin ou pas? Un petit mot de la fin, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas le temps de venir assister à l'une de ces 3 sessions cette semaine, j'aimerais qu'on prenne le temps de discuter de vos configs. Je sais que vous êtes tous pris par le temps tout au long de l'année. Aujourd'hui, vous avez moins d'utilisateurs sur le dos. Aujourd'hui, on peut télétravailler. Aujourd'hui, si vous êtes client final, en prenant des mesures simples, vous pouvez aller au besoin au bureau seul pour qu'on puisse travailler sur des choses. Alors, s'il vous plaît, venez soumettre vos configs. Appelez-moi, on fait des webinaires, on peut se faire du Teams, on peut se faire du GoToMeeting. Vérifions vos configurations, vérifions vos méthodes de travail, vérifions vos stratégies VFBN. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ça risque d'être une très, très, très belle saison pour nos saisonniers, puisque Pascal nous a expliqué que les pirates sont des saisonniers. Oui. Ça leur ferait plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a les coordonnées de Pascal et les miennes normalement dans le webinaire. Dans l'invitation, trouvez-nous par les réseaux sociaux, peu importe. Venez nous voir, venez pas nous voir, mais venez nous parler. Non, venez pas, restez chez vous. Non, venez pas, restez chez vous, mais venez nous parler. On a tous le temps de travailler maintenant. Sinon, je vais être obligé de jouer. J'ai pas envie de jouer à des jeux vidéo maintenant, c'est pas le moment. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à occuper mes journées. Et si vous devez retenir une adresse pour nous contacter, retenez l'email de toute l'équipe WatchGuard France, france@watchguard.com. C'est tout simple, france@watchguard.com. Comme ça, vous nous envoyez un petit mail, on vous dit quel est le bon contact par rapport à vos questions, et puis on sera là pour vous assister aux besoins. Et puis rappelez-vous, lavez-vous bien les mains et bougez le moins possible. Merci à tous d'être venus. On se voit dans les sessions ouvertes, j'espère. Venez avec vos questions. On sera là pour vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter dès que besoin. Merci à tous et merci Jérémy. Et à bientôt. Et merci à vous. Et prenez soin de vous, faites gaffe. Au revoir.